Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 1er juin 2024. Nous voulons toujours être fidèles à notre rendez-vous. S'agissant du thème que nous allons aborder, vous pouvez vous en douter, il y a une actualité qui défraie la chronique au niveau du Congo. C'est cette rencontre entre le Premier ministre et les évêques du Congo. On en parle. Les Congolais ont réagi. Et j'ai pensé qu'il était important, au vu de ce que nous avons déjà dit sur ces problèmes des accords entre le Congo et le Rwanda, que nous revenons sur cette thématique, que nous essayons d'en faire une analyse. C'est pour ça que nous voulons d'abord pointer le décor en parlant du contexte. Et il est bon que nous rappelons aux Congolais que le Congo a signé des accords avec le Rwanda. Une première série de 7 accords en novembre 2021. Une seconde série en avril 2022. Il y en avait 8 en avril 2022. Et ces accords ont aussitôt fait susciter beaucoup de réactions. Les réactions étaient nombreuses. Elles se sont matérialisées dans certains cas par des lettres ouvertes qui ont été envoyées aux plus hautes autorités de l'État pour demander parfois soit la rétractation des accords signés avec le Rwanda, soit pour traduire un certain nombre de personnalités, un certain nombre de membres du gouvernement pour haute trahison, parfois pour appeler notamment les responsables du Parlement, le président du Sénat et le président de l'Assemblée, à un sens patriotique, à ce qu'ils soient vigilants, qu'ils ne laissent pas les richesses du Congo et le patrimoine du Congo être emportés par des visées que nous connaissons maintenant expansionnistes et hégémoniques de certains partenaires. Et je crois que ces réactions ont touché les Congolais du monde entier. Nous avons vu et nous avons suivi ces belles marches au niveau de l'Afrique du Sud. Nous avons suivi la grande manifestation au niveau de la place de la République à Paris. En fait, de façon unanime, les gens demandent l'annulation totale, pure et simple de ces accords avec le Rwanda. Les gens disent haut et fort non, non à la vente et à la cession des terres congolaises au Rwanda. La question qu'on peut se poser, pourquoi les Congolais disent non? Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'il y a les Africains du Sud, qu'il y a les gens des autres nationalités. Pourquoi? Mais parce que le Rwanda, pour nous, a un certain nombre de particularités que nous voulons évoquer. La première particularité que nous voulons souligner, c'est que le Rwanda est un pays qui n'a que 26 338 km², mais qui a 14 millions d'habitants, pratiquement une densité au kilomètre carré de près de 131 habitants. Ça veut tout simplement dire que ce pays a besoin d'espace et ce pays est véritablement à la recherche des espaces. Et dans le cadre de cette recherche, les Congolais ont compris que les convoitises du Rwanda sont orientées vers notre pays, le Congo. Et nous ne voulons pas nous défaire de nos terres parce que nous en avons pratiquement besoin. La deuxième particularité que les Congolais doivent savoir, le Congo a une superficie de 340 000 km², une population au dernier recensement de 6 142 140 habitants. Ça veut dire à peu près 18 habitants au kilomètre carré, avec la pointe au niveau du point de vue de la densité qui est atteinte au niveau de la Bwenza, qui est un département qui n'a que 12 265 km², mais qui a une densité humaine de 30 habitants au kilomètre carré. Et je crois qu'on peut souligner également que les départements qui ont la densité la plus forte se situent dans la partie sud du pays. Il y a le Poul, il y a la Bwenza, il y a le Niari, et il y a même, il faut le dire, le soulever, le Kwilu, en dépit de cet exode qui aurait pu être constaté ici et là. Donc, aujourd'hui, les Congolais ont découvert que ces terres font l'objet de convoitises de beaucoup de pays. Et je crois que vous avez vu des vidéos circuler où
un certain nombre d'Européens, sinon d'Occidentaux, parlaient de la recolonisation d'Afrique. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Mais c'est pour toutes ces raisons qu'il faut essayer d'y venir. Maintenant, la troisième particularité que nous voulons évoquer, pour laquelle nous voulons dire avec force, les Congolais ne sont pas xénophobes. Et pour parler du Rwanda, lorsqu'il y a eu le génocide rwandais en 1994, le Congo a accueilli près de 12 000 Rwandais qui ont passé leur séjour, qui se sont même intégrés. Ils ont perdu leur statut de réfugiés en 2017. Et pour la plupart, ils ont choisi de rester dans ce pays. Certains ont même demandé la naturalisation. Ce qui veut dire que ils sont bien intégrés, ils sont bien acceptés au Congo. Il n'y a pratiquement aucun problème. Mais avec le phénomène qui apparaît, il faut vous dire que ceux qui sont arrivés en 1994 se sentaient pourchassés. Ce sont les Hutus qui se sentaient pourchassés par les Tutsis. Et aujourd'hui, il faut dire aux Congolais que la tendance qu'on remarque, c'est que ceux qui veulent venir aujourd'hui sont des Tutsis. Et nous prévenons, ce n'est pas pour transformer le Congo en un pays où il y aura une confrontation ou tout Tutsi. Nous voulons de la paix et nous allons toujours et toujours travailler pour que nous sauvegardons cette paix. Il y a aussi un autre aspect qui est reconnu aujourd'hui à travers le monde entier. C'est les visées expansionnistes et hégémoniques du Rwanda. Figurez-vous que le Rwanda apparaît aujourd'hui comme le premier exportateur de coltan, alors qu'il n'en a pas sur son sous-sol. Comment expliquer ça? Mais l'explication est simple. C'est la plupart des minéraux qui sont pratiquement puisés au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas tout. Tout le monde a suivi que le Rwanda vient de signer un accord avec le Royaume-Uni pour accueillir les migrants, les demandeurs d'asile. Dans leurs mains, le traité migratoire retoqué entre le Royaume-Uni et le Rwanda. 3 semaines après le rejet d'un précédent projet par la Cour suprême, le ministre britannique de l'Intérieur et le ministre rwandais des Affaires étrangères ont signé un nouveau texte, salué par James Cleverly. Le Rwanda s'est désormais forgé une solide réputation en matière d'administration humaine et professionnelle des réfugiés et des migrants. Votre pays s'est engagé clairement et sans ambiguïté concernant la sécurité des personnes qui seront envoyées ici. Londres espère ainsi répondre aux préoccupations de la Cour suprême afin de sauver cette mesure phare de sa politique contre l'immigration illégale. Très controversé, le texte signé en avril 2022 vise à renvoyer les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda pour que leur demande d'asile soit évaluée là-bas. Mais en novembre, la haute juridiction avait confirmé que l'ancien projet porté par le gouvernement de Rishi Sunak était illégal en l'état. Le Rwanda, dirigé d'une main de fer depuis 1994 par Paul Kagame, ne pouvant être selon elle
considéré comme un pays tiers sûr. La Cour d'appel a basé ses conclusions sur les éléments suivants. En 2021, le gouvernement britannique a critiqué le gouvernement rwandais pour des exécutions extrajudiciaires, des décès en détention, des disparitions forcées et des actes de torture. Le nouvel accord comprend la mise en place d'un tribunal conjoint avec des juges rwandais et britanniques à Kigali. Objectif, garantir que la sécurité des migrants est assurée et qu'aucun de ceux envoyés au Rwanda ne soit expulsé vers son pays d'origine. Le texte doit maintenant être ratifié par les parlements britanniques et rwandais. Qui seront pris au Royaume-Uni et envoyés au Rwanda. Mais le Rwanda n'a pas d'espace. Où est-ce qu'il va les placer? Évidemment, dans le cadre des terres qu'il recherche, etc., cela pourrait être des terres d'accueil pour tout ce monde. Mais au-delà de ça, nous avons un aspect extrêmement important. C'est l'aspect géostratégique et géopolitique. Nous voyons bien au niveau de l'Afrique centrale que le Rwanda a des démêlés très fortes, des conflits très forts avec la République démocratique du Congo. Et le Rwanda est partie prenante au conflit qui oppose la République démocratique du Congo M23. Et le Rwanda a pris fait et cause pour le M23. Le Congo ne doit pas être partie prenante. Et quand nous regardons, nous réfléchissons, nous nous interrogeons sur cet accord de coopération militaire et technique que nous avons signé avec le Rwanda depuis 2021 et qui n'a jamais reçu l'autorisation de ratification. Nous nous posons beaucoup de questions, surtout que les zones qui sont visées pour l'installation des Rwandais se trouvent dans la partie sud, surtout la partie frontalière avec la République démocratique du Congo. Et sur ça, les Congolais disent non, le Congo ne constituera pas une base arrière pour le Rwanda et nous veillerons à ce que nous vivons en paix et que nous observons les bonnes règles, le bon voisinage avec tous nos pays voisins, notamment la République démocratique du Congo, avec laquelle nous avons des rapports séculaires, historiques, etc., qui sont inoubliables. Et puis, nos populations vivent pratiquement de part et d'autre. Et nous précisons que le Congo refuse d'être une base arrière. Et vous savez que dans l'opinion congolaise, il est dit qu'on parle d'activité agricole, mais en réalité, ce sont des gens qui, sous le couvert d'activité agricole, seront en réalité des militaires. Pour quelle visée, évidemment? C'est des visées expansionnistes et hégémoniques, et nous n'en voulons pas. Mais nous avons un autre aspect sur lequel nous devons insister. C'est les leçons que nous devons tirer à travers le monde, sur ces problèmes de terre, sur ces problèmes de territoire. Regardez la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Venons plus proche de nous, regardons ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, avec toutes ces atrocités, avec tant de millions, les morts se comptent en termes de millions. Regardons ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens. Le Congo n'a pas besoin d'aller vers ce genre de confrontation et nous voulons aller vraiment pour que nous soyons en paix avec tous nos pays voisins. Enfin, nous avons un souci très important. C'est le souci de léguer aux générations futures le patrimoine que nous avons reçu de nos aïeux et de nos ancêtres, pour qu'ils en jouissent. Surtout que le dernier recensement de la population a révélé qu'il y a plus de 58% de la population qui est concentrée dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. On parle d'exode rural. Mais il faut penser à l'autre tendance, c'est-à-dire renverser la tendance pour que les villes, qu'on s'efforce au dépeuplement des villes pour aller occuper. Mais ça veut dire que nous avons besoin d'espace, que nous avons besoin d'occuper les jeunes et de ce point de vue, nous allons avancer. Donc voilà, sommairement placé, planqué le décor en ce qui concerne cette affaire du non, que les Congolais disent de façon claire, non à la vente et à la cession de nos terres au Rwanda. Et ensuite, ils disent il faut qu'on arrive et qu'on aille à l'annulation totale des accords entre le Rwanda et le Congo. Maintenant, nous en venons au point essentiel pour lequel je vais ouvrir mon dossier. Le point essentiel, c'est celui de ces accords, de
ce communiqué qui a été lu par les évêques à l'issue de leur conférence épiscopale, je crois. Et il est bon que nous essayons d'épingler un certain nombre de points. Je crois que parmi les points que nous allons épingler, il y a un premier point. Les évêques ont été très soucieux au vu de tout ce qui se passe. Mais les réactions sur ces problèmes ont commencé depuis avril 2022. Donc, il y a pratiquement 2 ans, dès la signature, dès le retour du président Kagame dans son pays, après la signature de ces accords, les réactions ont commencé. Donc, c'est un problème que beaucoup de Congolais connaissent, sur lequel nous avons déjà fait plusieurs vidéos. Et nous avons lu, à travers le communiqué final, le premier point que nous avons vu, c'est la préoccupation des évêques sur le problème de l'accord de partenariat, l'accord cadre de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements. J'ai été très touché et j'étais très admiratif que les évêques aient été auprès du gouvernement pour avoir les informations. Mais je leur fais d'entrée de jeu un reproche. Les évêques savent qu'il y a une majorité qui est là, mais qu'il y a une opposition. Et on ne peut pas aller seulement obtenir le point de vue de ceux qui gouvernent sans rechercher le point de vue de l'opposition. Sinon, on n'est pas arbitre et on ne peut pas être neutre. On prend part et ce n'est pas une bonne chose. Mais je reviens sur cet accord que j'ai entre les mains. Je commencerai par dire un certain nombre de choses. Que dit la Constitution en ce qui concerne ce type de démarche? Et l'article 217 est clair. J'ai la Constitution sous mes yeux. L'article 217 est clair. L'article 217 dit ceci, sauf si je me trompe, que le président de la République négocie, signe et ratifie les accords internationaux. La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement. Les choses sont claires. Posons-nous maintenant la question. Pourquoi depuis 2021, pourquoi depuis 2022, ces accords n'ont jamais été présentés au Parlement pour l'autorisation de ratification? Et vous savez que ce passage au Parlement est conforme à un autre article de la Constitution que je vais vous lire. C'est l'article 5 de la Constitution qui dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est clair. Le gouvernement doit savoir qu'il constitue une partie. C'est un corps de l'État. Et ils ne peuvent pas s'approprier comme ça les choses, vouloir en imposer à la population, quand bien même la population dit non. Première question, posez la question. Je ne sais pas si les évêques l'ont posée au Premier ministre, mais je souhaite que les Congolais la posent au Premier ministre. Est-ce que ces dispositions ont été respectées? Est-ce que ce qui s'est fait conformément aux lois et règlements de la République? Je dis non. Figurez-vous qu'il y a plus de 2 ans que les accords d'avril 2022 ont été signés. Logiquement, la démarche veut qu'après la signature de ces accords, immédiatement après, ils doivent être présentés au Parlement pour rechercher l'autorisation de ratification. Et quand ils sont présentés au Parlement, les débats ont lieu. Ça aboutit à l'adoption d'une loi portant ratification 2, portant autorisation de ratification 2. Et on n'allait pas se plaindre de ce que ces lois ne soient pas connues du peuple. Puisqu'après cela, c'est publié au journal officiel et tout Congolais approprier le journal officiel. Question qu'on devrait poser à Colline Makosso. Pourquoi cache-t-il ces accords? Pourquoi l'accord cadre de partenariat économique, de promotion et de protection des investissements n'a pas jusqu'à aujourd'hui obtenu
l'accord de ratification. Est-ce que le Premier ministre a expliqué aux évêques non seulement que cet accord n'a pas encore reçu l'autorisation de ratification, mais qu'en plus qu'il a expliqué, puisque c'est lui le Premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement, en plus, est-ce qu'il a expliqué aux évêques pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas cette démarche qui a été menée? Je peux vous dire que peut-être à son actif, la démarche a été menée, puisque deux fois, cet accord a été présenté à l'ordre du jour du Parlement. Et deux fois, ça n'a pas été examiné. Et deux fois, les députés n'ont pas pu le voir. Les gens vont me dire encore quelle preuve il a, est-ce qu'il ne raconte pas des histoires? En cela, je pense à mon ami Kinyongi, qui souvent lit pour l'Assemblée les synthèses des travaux. Et j'ai là la synthèse des travaux de la 5e session ordinaire administrative de l'Assemblée nationale, qui a clos ses travaux le 10 avril 2024. À cette session, il était prévu le projet de loi pour l'autorisation de ratification de l'accord cadre. Mais le document est là. Ça n'a pas été examiné une nouvelle fois. Mais pourquoi ça n'a pas été examiné? Que cache-t-on en réalité? Est-ce qu'on a dit aux évêques pourquoi on cache? Parce que logiquement, au jour d'aujourd'hui, on ne devrait plus parler de l'accord, mais on devrait parler de la loi autorisant la ratification. Ça n'a pas été ratifié. Et c'est comme l'accord mère. Et nous nous posons par anticipation un certain nombre de questions. L'accord mère n'ayant pas encore reçu l'autorisation de ratification, d'où vient qu'il y a déjà la mise en œuvre et l'attribution des superficies, des hectares aux Rwandais. Pourquoi cette précipitation? Et nous allons en venir. Mais il y a d'autres questions que l'on peut poser. Et on a interpellé le gouvernement sur ces questions. L'une des questions sur laquelle on a interpellé le gouvernement est la suivante. Lorsqu'on prend les départements de la partie septentrionale du pays, à savoir les plateaux, la cuvette ouest, la Sanga, la Likwala, la superficie de cette partie du Congo est de 235 000 km². Lorsqu'on prend les départements de la partie sud, à savoir le Pou, la Bwenza, le Nyari, la Lekumu et le Kwilu, la superficie n'est que de 106 000 km². Est-ce que Colline Makosso a expliqué aux évêques pourquoi les sites choisis pour placer les Rwandais se situent beaucoup plus dans la partie sud, qu'il faut le reconnaître, à en fait les départements qui ont la densité la plus forte par rapport aux départements de la partie septentrionale. Est-ce que Colline Makosso lui a expliqué ça? Je sais que non. Une autre question, et on va y revenir tout à l'heure. On a retenu le Rwanda, soi-disant pour les activités agricoles. Mais pourquoi on a retenu le Rwanda alors que le Rwanda ne fait pas partie du top 10 des pays agricoles africains? Vous voyez bien qu'il y a un certain nombre de problèmes. Il y a un certain nombre de problèmes. Même si nous revenons en Afrique centrale, surtout dans la zone CEMAC dans laquelle nous sommes, mais le pays qui est bien placé dans ce classement, c'est le Cameroun. Pourquoi le Cameroun n'a pas été choisi? Donc, pour venir à cette partie, je vais dire que je regrette très sincèrement que le gouvernement, à travers le Premier ministre, ait choisi de ne pas donner la bonne information aux évêques. Et le faisant, il refuse de donner la bonne information aux Congolais. C'est pour ça que nous disons que c'est de la diversion et que tout ce qui se fait, nous tenons à le signifier au Premier ministre, ça se fait de façon anticonstitutionnelle. Mais pourquoi on a changé la Constitution? Il y avait beaucoup de théoriciens pour expliquer quels avantages le Congo allait retirer au niveau du changement de la Constitution. Où en sommes-nous? Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais nous allons, au-delà de ce point, nous allons revenir au communiqué et nous allons essayer d'avancer. L'autre aspect du communiqué qui nous a préoccupés, sur lequel nous tenons à donner quelques explications, c'est la partie où l'on dit
Dans le même but de comprendre ces accords, le Conseil permanent des évêques a reçu l'ambassadeur du Rwanda auprès de la République du Congo. Et un peu plus loin, on dit, eu égard aux documents auxquels ils ont eu accès, il ressort de l'analyse des évêques les conclusions suivantes. Il n'y a eu ni cession, ni vente, ni spoliation de terres congolaises au profit du Rwanda. Non, ne faisons pas ça. Lorsqu'on parle aux hommes de l'Église, le premier mot, c'est l'amour. Le deuxième mot, c'est la lumière, la vérité. Et quand on parle, il faut tout faire, tout mettre en œuvre pour que la vérité soit connue. Et moi, j'ai été très déçu et très choqué de la manière dont ce problème a été avancé. Mais nous allons y avancer. Pourquoi je suis très choqué et je suis très préoccupé? Mais parce que nous l'avons déjà dit et nous le redisons. Le 27 juillet 2021, l'ambassadeur du Rwanda a rencontré le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Pierre Mabiala. Et j'ai les documents, ils sont là. Ce n'est pas Nyarassa qui les crée, ils sont là. Je prends celui-ci. Je crois que c'est le document des échos du Congo-Brazzaville. Il est dit ceci. Pierre Mabiala et l'ambassadeur du Rwanda échangent sur l'acquisition des terres agricoles au Congo. Et dans le commentaire, il est dit ceci. Le ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, a échangé le 27 juillet à Brazzaville avec l'ambassadeur de la République du Rwanda, Théoneste Muchiti Ndashaka, sur l'obtention des actes fonciers des terres que le Congo a données à son pays dans le cadre de la coopération située. Pour qui veut-on prendre les Congolais? Pour qui veut-on prendre les Congolais? Je relis bien. Il a rencontré, ils ont échangé, parce que l'ambassadeur voulait de l'obtention des actes fonciers des terres que le Congo a données à son pays dans le cadre de la coopération future. Et je continue. Au sortir de là, l'ambassadeur a fait la déclaration suivante. Je venais spécialement lui demander les actes de terre que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Les terres que le gouvernement a données. Et c'est dit au ministre d'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre et le président de la République sont bien informés de cette démarche depuis 2021. Ce qui se passe actuellement, c'est comme de la tergiversation. Et quand on continue, on lit ceci. De son côté, le ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement a signifié que ce dossier sera débattu en Conseil des ministres. Nous sommes en 2021. Et il poursuit plus loin. Nous allons travailler avec le Rwanda pour développer l'agriculture et l'élevage. Et il y aura de l'emploi pour que ces deux filières utilisent plus les jeunes désœuvrés. Alors, où en sommes-nous? Est-ce que l'ambassadeur a expliqué aux évêques le contenu de ces échanges avec Pierre Mabiala le 27 juillet 2021? Est-ce que le Premier ministre a parlé aux évêques de cette rencontre entre un éminent membre de son gouvernement et l'ambassadeur du Rwanda le 27 juillet 2021? Qu'est-ce qu'on veut cacher en réalité au Congo? Et j'ai le sentiment de disant que les gouvernants n'ont pas tiré les leçons. Il faut leur rappeler qu'ils ont voulu cacher la dette au Fonds monétaire international. Mais cela a été mis à nu. Puisque les évêques ont rencontré l'ambassadeur du Rwanda, est-ce que l'ambassadeur du Rwanda leur a parlé de cette rencontre? Est-ce que l'ambassadeur du Rwanda leur a dit, puisqu'il est venu pour demander les actes fonciers, c'est que les superficies, sinon la localisation avait déjà été faite. D'où vient que maintenant on veut reculer et essayer de divertir les Congolais? Ayons un peu d'amour pour ce pays.
Ne cherchons pas à divertir les Congolais. La question que je peux me poser, que je peux poser aux évêques, en discutant avec l'ambassadeur du Rwanda, est-ce qu'il leur a donné les informations sur tout ça? Est-ce qu'il leur a signifié que le gouvernement congolais avait déjà donné des terres au Rwanda et que lui, il avait mené des démarches pour obtenir les actes fonciers? Est-ce qu'il les a obtenus, oui ou non? Mais nous allons voir dans la suite ce qui va arriver. Dans la suite, qu'est-ce que nous découvrons? C'est toujours à partir du Rwanda que nous avons des informations. Et les Congolais ont été bouleversés, choqués de découvrir sur la chaîne nationale rwandaise, mais un élément, mais qui les a fait frémir. Et je suppose que les évêques sont au courant de cet événement. S'ils ne le sont pas, nous le disons. J'espère qu'après la transcription que j'ai faite pour lire déjà de façon intégrale ce qui a été dit ce jour-là sur cette télévision, j'espère que la vidéo en intégralité sur cette partie va passer pour que les évêques, les chrétiens et les Congolais réalisent un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que j'en viens. Je vais lire la transcription que j'ai faite de ce qui a été dit ce jour. C'était le 30 mars 2024. Ce jour-là, la présentatrice a dit ceci. Entrepreneurs et autres membres du secteur privé ont récemment visité le Congo pour visiter les terres que le Congo a offertes au Rwanda, plus grandes que la ville de Kigali, pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans les activités agricoles qui incluent l'élevage, en prenant bonne note de la fertilité des terres. Notez bien, de la fertilité des terres. Mais vous notez dans ce que la présentatrice a dit, les terres que le Congo a offertes au Rwanda. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Qu'est-ce que le Premier ministre ou ses ministres peuvent venir nous dire? Voilà, il nous cache la vérité, mais la vérité vient de l'extérieur. C'est le Rwanda qui l'a publié. Et il y a un commentateur qui poursuit. Je lis toujours ça, même si la vidéo qu'on pourrait faire passer va faire la répétition de ces mêmes éléments. Un commentateur poursuit. Il dit ceci. Entre le 4 et le 8 mars, c'est bien précis, entre le 4 et le 8 mars 2024, certains membres du secteur privé ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda, avec une superficie combinée de 980 km². Ça veut dire, je reprends, ils ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda, avec une superficie combinée de 980 km². Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Mon Dieu, mon Dieu. Le Congo a offert des terres en violation flagrante de la Constitution. Et nous savons combien de victimes, combien de Congolais sont morts pour dire non à ce changement de Constitution en 2015. Ce n'est pas sérieux. La question que je pose au Premier ministre et ensuite aux évêques, est-ce qu'une mission du secteur privé rwandais peut venir au Congo, visiter les sites qui ont été offerts par le Congo sans que le gouvernement ne soit au courant? Est-ce qu'ils peuvent venir faire cette visite sans que l'ambassadeur du Rwanda au Congo ne soit au courant? Excellence, mes seigneurs, les évêques, est-ce qu'ils vous ont parlé de ça? Est-ce qu'ils vous ont donné toutes ces informations?
Maintenant, nous nous retrouvons dans une situation curieuse et bizarre. D'un côté, le Rwanda dit qu'ils ont déjà 900 km². Quand vous suivez la vidéo, il y a un Rwandais qui est très heureux, très content du dynamisme du président Kagame pour ce qu'il fait pour leur acquérir des terres. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres, tout en veillant à nos intérêts comme il le fait toujours. Nous étions sans voix quand nous sommes arrivés ici et maintenant nous devons cultiver et rendre cette terre productive. Et au Congo, le gouvernement dit il n'y a jamais eu cession, il n'y a jamais eu vent, il n'y a jamais eu polaire. Pour qui le gouvernement Colline Makosso veut prendre les Congolais? Pour qui le gouvernement Colline Makosso veut prendre les Congolais? Et après, on raconte des choses. Les réseaux sociaux racontent. Oui, le gouvernement est piégé. J'explique aux Congolais pourquoi. Parce qu'avant, ils avaient le bon rôle. Ils ont caporalisé les médias d'État, radio, télévision, tout ça, comme sous le parti unique, pour utiliser la censure, tout ça. Comme ça, quand Mirassa fait une conférence de presse, on passe une minute et l'essentiel de ce qu'il dit n'est pas du tout entendu. Maintenant, c'est dépassé avec les réseaux sociaux. Et je sais qu'ils en souffrent, qu'ils vraiment dans leur corps, ils n'arrivent pas à comprendre avec les réseaux sociaux. Mirassa peut faire une émission d'une heure et expliquer aux Congolais ce qui se passe en réalité. Et c'est ça, ce qui est devenu l'un des problèmes. Monsieur le Premier ministre, avez-vous expliqué aux évêques comment le gouvernement a offert 2 sites de 980 km²? En fait, je vais expliquer aux Congolais ce que ça veut dire. En fait, le gouvernement congolais a autorisé la création de 2 enclaves rwandaises sur le territoire congolais. Et je le dis pour que les Congolais comprennent. Parce que dans ces zones, le Rwanda dressera son drapeau. Peut-être que pour y aller, il faudra un visa, puisque c'est leur terre maintenant. Si on allait, mais monsieur le Premier ministre, je me souviens de votre brillante intervention après la dispute qu'il y a eu entre Pascal Tchatima Biala et le président de l'Assemblée, Isidore Mbouba. Vous disiez avec beaucoup d'assurance que vous étiez là pour exécuter et faire en sorte que les lois soient bien appliquées. Mais que faites-vous de l'article 219 de la Constitution qui dit clairement que nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est pas valable sans le consentement du peuple appelé à se prononcer par voie de référendum. Vous avez fait le référendum. Après, si on vous accuse de tricherie, d'être toujours dans des chemins tortueux et tout ça, pour faire souffrir les Congolais, vous allez dire que l'opposition est radicale, etc. Qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes mis à nu, là, monsieur le Premier ministre. Votre gouvernement est mis à nu. Et il faut que vous le sachiez. Donc, à partir de ça, nous en tirons des conclusions. Le gouvernement Colline Makosso a choisi la voie de la diversion. Et ils sont confondus. Parce qu'en réalité, qui dit la vérité entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais? Puisqu'ils disent 2 choses contrairement opposées. Ils disent 2 choses contrairement opposées. Et que dit le gouvernement congolais? Pourquoi le gouvernement congolais? Je me rappelle que le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, il avait toujours été très réactif lorsqu'il y avait ce genre de déclarations. Mais depuis qu'on a annoncé sur la chaîne de télévision rwandaise le Congo a donné 980 km² de terre au Rwanda, pourquoi Thierry Mungala ne parle plus? Pourquoi il a perdu sa langue? Et pour terminer sur ce chapitre, je dis non, monsieur le Premier ministre, ne faisons pas cela. Après, vous parlez d'opposition radicale.
Après, vous parlez d'un certain nombre de choses. Vous n'avez pas constaté que tout ce que vous voulez cacher, ça commence à être mis à nu. Vous avez voulu créer la peur pour qu'on ne dise pas que le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Ça veut dire que le président de la République a violé les lois et règlements de la République et qu'il a violé le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. C'est par peur que les Congolais ne voulaient pas le dire. Mais maintenant, ça a été dit. Vous pensiez créer la peur sur les Congolais pour qu'on ne dise pas que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et vous avez pris des textes, votre gouvernement a pris des textes pour les déclarer conformes. C'est de la tricherie. Il faut que vous abandonniez cette voie. Les Congolais en souffrent trop. Ils en souffrent trop. Donc, pour ce qui est de cette partie, chers téléspectateurs, chers compatriotes, il est clairement établi que le gouvernement a cru donner des terres au Rwanda. Mais ce n'est pas possible parce qu'ils sont coincés et bloqués par l'article 219 de la Constitution. Et il faut que nous veillions à ce que ça soit respecté. Nous disons au Rwanda, aux Rwandais, au peuple rwandais, puisque nous n'avons pas de problème avec eux, nous disons au peuple rwandais que nous avons lu votre Constitution. Dans votre Constitution, il y a également les mêmes dispositions, c'est-à-dire nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire du territoire rwandais n'est possible sans le consentement du peuple appelé à se prononcer par voie de référendum. Donc, ceci étant dit, vous voyez bien, parlant en tant qu'homme politique et en tant que chrétien, je pense à mes pasteurs parce qu'ils sont venus vous rencontrer sans avoir une bonne connaissance de ce que les gouvernants congolais sont. Mais ils découvrent maintenant ce qu'ils sont. Ils découvrent ce qu'ils sont, toujours dans la ruse. Et cette fois-ci, cette ruse est complètement mise à nu. Mais je continue. J'en viens au point, je vais aller rapidement là-dessus. Les protocoles signés concernent 5 autorisations provisoires d'occuper d'une durée de 2 ans renouvelable et d'un décret d'autorisation express d'occuper pour une durée de 20 ans. Je ferai juste 2 commentaires parce que j'ai le décret relatif à l'autorisation express dans mes mains, il est là. Le premier commentaire que je fais, je dis que le gouvernement congolais de Colonel Makosso n'est pas sérieux parce qu'il ne pouvait pas prendre ce décret sans la base. Et cette base est constituée par la loi autorisant la ratification du texte de base qui a été signé au mois d'avril. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas à ce niveau violer de façon permanente dans l'impunité totale la Constitution. Où en sommes-nous? Et ensuite, je fais une remarque. J'attire l'attention des Congolais. Les accords ont été signés le 12 avril, je crois. Et le décret 2022-258 portant autorisation express d'occuper est signé le 18 mai. À peine un mois, un empressement. Certainement qu'ils étaient sous la pression par rapport aux engagements qu'ils avaient pris avec les Rwandais. Ils n'ont même pas encore commencé à suivre la procédure qui devait faire que ces accords soient tous posés sur la table du Parlement. Mais ils ont déjà travaillé. Il n'y a pas encore la loi autorisant la ratification. Ils ont déjà pris le décret pour dire, voilà, non, on n'a pas vendu, c'est le décret. Tout ça, c'est du faux. D'ailleurs, j'admire et j'apprécie la démarche que Dave Mafoula, le président des souverainistes, a introduite auprès du Premier ministre pour dire que tous ces décrets devraient être annulés. Et j'espère que le Premier ministre aura le courage de les annuler parce qu'on ne peut pas continuer à tergiverser là-dessus. Maintenant, j'en viens à un autre point. Toujours sur le communiqué. Je lis le communiqué. Conformément au contenu des textes, il s'agit de protocoles dont le but est d'être gagnant-gagnant. Mais les évêques ont été dupés, complètement dupés. Je vous ai expliqué d'entrée de jeu pourquoi les Congolais se lèvent pour dire non. Il y a les aspects géopolitiques, il y a les aspects géostratégiques. Il y a les autres aspects, nos relations avec la République démocratique du Congo, avec les pays voisins.
Il y a l'effet le risque que court le Congo d'avoir une confrontation entre les Hutus et les Tutsis. Il y a le risque que notre pays serve de base arrière. Comprenez-vous, messieurs les évêques? Je ne sais pas, Excellence, messieurs les évêques. Je ne sais pas si on vous a parlé de ça. Mais pourquoi l'accord de coopération militaire et technique n'est jusque-là toujours pas soumis pour obtenir l'autorisation de ratification? Mais ce sont des sujets sensibles. On ne peut pas discuter de ces problèmes de terre comme le gouvernement veut nous le faire discuter. Parce que si on voulait en discuter sérieusement, il faut qu'on ait la loi autorisant la ratification de l'accord en matière foncière. Il faut qu'on ait la loi autorisant la ratification de l'accord de coopération militaire et technique. Et enfin, il faut qu'on ait la loi autorisant la ratification des autres. Mais pourquoi l'accord de coopération militaire et technique, lui aussi, depuis 2021, a été présenté 2 fois à l'ordre du jour du Parlement. Et 2 fois, le Parlement ne les a pas examinés. Mais ce sont les représentants du peuple. Pourquoi? Mais le Parlement est en majorité composé des membres du Parti congolais du travail, même si j'aime à dire que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Donc là, mes chers excellences, messieurs les évêques, on ne vous a pas dit la vérité. Nous ne sommes pas dans un rapport gagnant-gagnant. Mais d'après vous, je pose la question aux évêques, les Congolais se lèvent partout pour dire non, non, non à ces accords. Mais pourquoi ce gouvernement insiste? Ils veulent en imposer. Les Congolais n'en veulent pas. Ils veulent en imposer. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont choisi, selon moi, ils ont choisi de défendre les intérêts rwandais au détriment des intérêts congolais. Mais ça, il faut qu'ils le sachent, qu'il y aura toujours des Congolais qui se lèveront pour ne pas autoriser et accepter cela. Maintenant, l'autre point sur lequel je vais faire quelques commentaires. Les évêques du Congo remercient le chef du gouvernement et les membres du gouvernement pour la clarté des échanges. Oh, messieurs, Excellence, messieurs les évêques, on vous a caché beaucoup de choses et puis vous sortez de là, vous dites qu'il y a la clarté des échanges. Et rien que la question que je vous ai posée d'entrée de jeu, est-ce que Colonel Makosso vous a expliqué sur la base de quelles études on a choisi de placer les Rwandais dans les départements de la partie sud du pays, qui ne couvrent que 106 000 km² et que dans la partie septentrionale, qui couvre 235 000 km², rien n'a été fait. Et vous savez, si vous ne le savez pas, mais dans ces parties, mais les densités sont très faibles. C'est dans les départements de la partie sud où nous avons, par exemple, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, dans la Bwenza, la densité humaine au kilomètre carré est pratiquement de 30 habitants. Mais quand vous prenez la Likwala, vous prenez la Sanga, mais c'est autour de 5-6 habitants au kilomètre carré. Donc, il peut y avoir de l'espace. Expliquez-nous pourquoi. C'est pour ça que je dis que lorsque vous dites que déjà, je vous dis, avec tout le respect que je vous dois, messieurs les excellences, messieurs les évêques, Colonel Makosso ne devait pas vous présenter les accords ou les protocoles d'accord. S'il avait du respect pour vous, s'il avait des respects pour les Congolais, il devait présenter les lois portant autorisation de ratification qui auraient pu déjà être discutées au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été fait parce que ces documents sont même cachés aux parlementaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a la clarté des échanges, puisque les Congolais qui sont comme moi pensent qu'il n'y a pas la transparence. Il y a des agendas cachés. La preuve, le Rwanda dit qu'on leur a donné 980 km². Les Congolais, le gouvernement congolais dit qu'on n'a rien donné. Et je vous ai posé la question, qui dit la vérité? C'est le gouvernement rwandais ou le gouvernement congolais? Je vais vers le dernier point, etc., où je vais m'adresser aux évêques avec beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Quand je lis ce qui est mis là,
Les évêques du Congo exhortent le peuple de Dieu et toutes les personnes de bonne volonté à ne pas céder aux spéculations de tout genre, de nature à perturber la paix et la tranquillité des esprits. Monsieur les évêques, je crois que vous vous êtes rendu compte. Ça, c'est le langage du PCT que vous avez pris. Et on doit vous le dire franchement. Parce que ce pays sombre, parce qu'à certains niveaux, on n'a pas voulu dire les choses telles qu'elles étaient. On n'a pas voulu dire la vérité. Et en ça, je pense à cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Vidéo faite par Monseigneur Kombo. Et je souhaite que les évêques, que les chrétiens et que les Congolais l'écoutent et la réécoutent. Parce que c'est très profond ce qui a été dit. Maintenant, je vais terminer sur ce point en disant aux évêques. Mais vous savez qu'il y a la majorité, il y a l'opposition. Vous ne pouvez pas aller voir le gouvernement et prendre position sans écouter l'opposition, même si vous ne voulez pas nous voir. Mais la démarche de neutralité, pour que vous soyez un bon arbitre, il faut que vous écoutez tout. Je vous rappelle que lorsqu'il y a eu la publication de ces articles sur la rencontre entre l'ambassadeur du Rwanda et le ministre d'État Pierre Madiala en 2021, l'abbé Brice Rufio Bawamio a fait une analyse pertinente dans Mediapart. Et je souhaite que l'abbé Brice Rufio Bawamio puisse relancer cet article. Il est très profond pour le sujet que nous débattons. Donc nous disons, il ne faut pas être partial, Excellence, messieurs les évêques. Il faut écouter tout le monde et vous trancher. C'est en ça que vous donnerez la force à l'Église. Maintenant, moi, je suis chrétien. Je dois vous dire, franchement, je suis chrétien. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique ou non. J'ai beaucoup de respect pour les pasteurs. Parce que j'ai retenu une chose dans la prière. Excellence, messieurs les évêques, j'ai retenu une chose. Qu'on m'a dit, en tant que chrétien, qui se bat pour être assez humble, tous les jours tu pêches. Chaque fois que tu pêches, s'il t'arrive même de tomber, ne recule pas. S'il y a du sable sur ton corps et poussière tes habits, relève-toi et continue la marche. Votre mission, c'est de continuer la marche. Votre responsabilité, c'est de rassurer les Congolais. Parce que là, il faut que nous vous le disions clairement. Vous avez fait une faute. Vous avez fait une faute. Et il faut le reconnaître. Et à partir du moment où on reconnaît la faute, je ne vous apprendrai rien pour ce qui est de la démarche qu'il faut faire. Donc, chers téléspectateurs, je voulais faire ce point. Et je rappelle, avant d'aller à la conclusion, je rappelle aux téléspectateurs que je vous remercie pour vos messages de soutien. Je vous remercie surtout pour cette attention que vous me portez. J'ai été très attentif sur vos messages, sur ma sécurité. J'ai même été très heureux que j'ai reçu des messages qui disent que Grand Anglais est de plus en plus suivi, mais que ça dérange le pouvoir. Mais mon problème, ce n'est pas de déranger le pouvoir. Grand Anglais a été fait pour édifier les Congolais. Faire en sorte que sur un certain nombre de points, je ne maîtrise pas tout, mais sur un certain nombre de points que je peux maîtriser, que les Congolais aient la vérité. Pourquoi la vérité choque? Et certains d'entre vous ont attiré mon attention en disant, mais on ne comprend pas. Dans la force publique, on est en train de mener des démarches. Parce qu'on veut tout faire pour vous faire taire. Me faire taire, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai violé les lois et règlements de la République? À ce propos, je vais interpeller la CID, la Centrale d'intelligence et de documentation, parce qu'il est dit clairement, d'après nos lois et règlements de la République, que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à la protection. Et on ajoute que la force politique, la force publique et la politique, elle est soumise aux lois et règlements de la République. Je ne ferai qu'interpeller la CID pour qu'elle prenne les dispositions, qu'elle prenne ces informations au sérieux, parce qu'il est dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et il est bon, mais je continuerai à agir pour présenter conformément aux dispositions de la Constitution qui autorise la liberté d'expression. Je me battrai toujours pour que j'apporte ce que je pense être la vérité au peuple congolais. Et je crois que c'est ensemble que nous avancerons pour le développer, le sortir de la crise dans laquelle il est plongé aujourd'hui. Maintenant, pour terminer,
Je crois que le test a été bon. Cette rencontre entre les évêques et le Premier ministre a permis de faire un constat clair. Les Congolais demandent l'annulation totale, pure et simple des accords avec le Rwanda. Ils n'en veulent pas du tout. Ils n'en veulent pas du tout. Et ils disent haut et fort, non, non et non à la vente ou à la cession des terres congolaises aux Rwandais. Nous en avons besoin. Nous avons essayé d'esquisser quelques motivations, quelques raisons qui nous permettent de dire cela. Mais je crois que nous avons besoin d'un Congo en paix. Nous n'avons pas besoin d'un Congo déstabilisateur au sein de la sous-région avec les préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc voilà, chers téléspectateurs, ce que j'ai voulu faire passer comme un message aujourd'hui. Je tiens à vous préciser que je suis chrétien, je le resterai, parce que je le suis pratiquement depuis ma naissance. Je suis chrétien catholique et je soutiendrai, au-delà de ce que j'ai dit dans cette émission, je soutiendrai toujours nos pasteurs pour qu'ils nous aident, qu'ils nous guident et que nous continuons notre chemin. Mais pour ce qui est des accords avec le Rwanda, c'est non, non et non à la vente ou à la cession des terres au Rwandais. Je vous remercie. Et que les Rwandais ne considèrent pas qu'ils ont déjà 2 enclaves de 980 km² au Congo parce que ça a été fait dans des dispositions anticonstitutionnelles. Ce n'est pas du tout conforme à la loi et à la Constitution. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous pour samedi prochain. Ça sera probablement le samedi 8 juin. Et je pense qu'à cette occasion, nous aurons un thème et nous allons nous battre pour qu'à chaque fois que nous pourrons amener la vérité, et nous l'amenons, pour que nous tous, avec les Congolais, nous suivons de très près la situation qui est celle du Congo et que nous apportons notre contribution pour le sortir de cette situation difficile, dramatique et chaotique.